Bienvenue sur Tempo Afrique TV, la télévision numéro 1 de la diaspora, basée ici à Minneapolis, Minnesota. Nous sommes aujourd'hui dans l'émission L'Afrique pour les Africains. Le 31 mars dernier, nous avons parlé sur le sujet retour sur Tombouctou. Aujourd'hui, nous allons aborder dans le même sens retour sur Tombouctou numéro 2. Aujourd'hui, j'ai ici dans le studio avec moi M. Lawson Mawina. Monsieur Mawina, bonsoir. Oui, bonsoir M. Atisso, bonsoir aux panélistes et bonsoir à la réalisation. Merci M. Mawina d'avoir honoré cette invitation. Monsieur Serge Nyawa qui n'est plus à présenter. Alors bonsoir M. Nyawa. Bonsoir mon cher Atisso, et je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour cette grande émission dénommée L'Afrique pour les Africains. Merci aussi à mes amis chers panélistes depuis l'autre côté, la Caroline du Nord, M. Classio Kotoglo et mon ami Rodrigue Lawson. Justement, Monsieur Classio, bienvenue aujourd'hui dans l'émission Afrique pour les Africains. C'est un sentiment patriotique qui m'anime d'être là ce soir. Merci à vous. Merci beaucoup. Alors, chers téléspectateurs, vous êtes la bienvenue dans cette émission via téléphone et vous pouvez tout simplement composer le numéro qui passe sur l'écran pour participer à cette émission. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Le 31 mars dernier, je l'avais dit, donc je vais encore répéter pour ceux qui n'étaient pas là. Alors, l'Afrique a connu l'arrivée des Européens, l'esclavage, la colonisation, les indépendances. L'Afrique a abandonné tout au profit de ce que vient de l'Europe, des États-Unis, de la Chine. L'Afrique est aliénée, l'Afrique est dominée. Alors, comment faire pour sortir l'Afrique de cette impasse? C'est pourquoi Tempo Afrique TV a mis sur pied cette émission Afrique pour les Africains pour essayer de convaincre les Africains à se retourner sur leurs sources, d'où Tombouctou étant l'un des sites de civilisation de l'Afrique d'État. Donc nous avons tout simplement dénommé ce retour sur nos sources, retour à Tombouctou. Alors nous allons commencer aujourd'hui avec la première question ici que j'ai pour Rodrigue Lawson. Alors monsieur Lawson, vous êtes prêt? Toujours. Face aujourd'hui à ce monde que d'autres appellent la mondialisation, est-ce que retour à l'Afrique est possible? Ou bien, qu'est-ce que vous voulez dire aux auditeurs par rapport à ça? Lawson. Ouais, face à la mondialisation, et la seule alternative, c'est ce retour-là, ce retour à Tombouctou. Et ce retour ne serait pas voué à l'échec? Puisque la mondialisation elle-même, elle est déjà vouée à l'échec. La preuve, c'est que l'Afrique souffre dans cette mondialisation-là. Les gens veulent défendre cette mondialisation et corps et âme, mais les preuves, c'est que les Africains continuent de souffrir. Donc, la seule alternative pour nous, Africains, c'est de se recroqueviller sur nous-mêmes et de faire un retour en arrière avant de sauter. Donc, si on pense qu'on va rester dans cette mondialisation-là et réussir, moi je dis que c'est voué déjà à l'échec. Puisque, vous regardez même le concept de la mondialisation. La mondialisation, c'est qu'on essaie de regrouper, de faire tourner le visage de tout le monde d'un côté. C'est-à-dire, on voudrait que le monde entier regarde d'un seul côté. Aujourd'hui, quand vous allez en Afrique et vous voyez les gens s'habiller, vous allez dire qu'ils ne sont pas civilisés. Pourquoi vous dites qu'ils ne sont pas civilisés? Parce que vous faites une comparaison à l'européenne. Et parce que vous faites une comparaison dans ce que vous appelez la mondialisation. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Africain ne peut plus être lui-même. L'Africain est obligé de s'adapter à cette mondialisation-là. Alors, ça conduit encore à une perte
de nos valeurs. Parce que tu es obligé de laisser tes valeurs pour t'accommoder à cette mondialisation-là. Donc, si on ne retourne pas sur nous-mêmes et accepter qui nous sommes, accepter nos valeurs, on va toujours dire que nous ne sommes pas civilisés et nous voulons être civilisés. Si nous voulons être civilisés, ça voudrait dire que nous voulons ressembler aux autres. Mais la question à se poser, la mondialisation a commencé il y a un peu. Mais depuis, les Africains réclament quoi? La liberté. Depuis, les Africains sont quoi? Sous la servitude. Alors, si la mondialisation était quelque chose qui allait être bon pour les Africains, on serait quelque part déjà. Au moins, un pays africain aurait sorti la tête pour dire, bon, voilà, au moins la mondialisation nous aide. Les preuves, c'est que dans tout le continent actuellement, il y a des problèmes. Voilà. Donc, c'est le seul retour qui pourra nous permettre de faire face à ce concept malheureuse et dommageable de mondialisation là. Voilà. Merci, monsieur Mawena. Alors, monsieur Nyawa, et vous avez bien suivi le développement de monsieur Mawena. Est-ce que ce développement vous a convaincu? Est-ce que vous avez des zones d'ombre à demander à Mawena de mieux expliquer aux auditeurs? Merci donc à Tissot. Je pense que quand je vois déjà le thème de cette émission, l'Afrique aux Africains ou bien l'Afrique pour les Africains? L'Afrique pour les Africains. L'Afrique aux Africains. Oui. Bon, l'Afrique aux Africains, moi je vais aller droit au but. Monsieur Rodrigue, je pense qu'il a sa conception des choses et il fait toujours, il faut suivre quand quelqu'un parle. Moi, directement, je pourrais dire que ce qui se passe aujourd'hui en Afrique avec ce concept retour à Tombouctou, ça veut dire retourner à nos sources, à nos valeurs. Justement. Voilà. Et cela est possible si l'Africain lui-même, il est convaincu. Parce que aujourd'hui, les élites sont formées où? Ici aux États-Unis comme à l'extérieur. Ceux qui sont aussi de l'autre côté en Afrique, est-ce qu'ils peuvent réellement comprendre qu'il faut réellement revenir à la source dans la mesure où nous avons été molestés depuis des siècles et nous continuons. Mais aujourd'hui, si nos chefs d'État qui sont à la tête de nos pays ne nous aident pas, parce que vous allez retourner, on va retourner aux sources, mais ces mêmes chefs d'État, c'est eux qui vont dire que ce sont des gens qui ont été formés par l'extérieur. Ils ne suivent que tout ce que l'extérieur leur dit. Donc, en tant que nous, ici, à la diaspora, je l'ai toujours respecté, dit que c'est la diaspora qui constitue la bombe, la dernière bombe qui peut relever l'Afrique. Nous allons être ensemble pour mieux retourner à nos sources. Si on ne se retrouve pas pour être ensemble et voir comment nous allons retourner à nos sources. Parce que tu peux être avec ta femme, par exemple, à la maison, et on vous invite quelque part, et tu dis, bon chérie, allons-y, allons-y. Mais la femme dit, chérie, viens qu'on s'asseye, on va voir. Qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qui va se passer là-bas? Il faudrait qu'on se concerte. Donc, dans un premier temps, pour ce retour-là, il va falloir que nous nous concertions. Parce que ceux qui sont déjà en Afrique, ils ne peuvent rien, quoi qu'on fasse. Parce que, quand je prends, par exemple, les autres pays aujourd'hui, ce concept, l'Afrique aux Africains, c'est bien, c'est un bon concept. Mais ce concept est vague dans la mesure où nos institutions ne sont pas à nous. Nous sommes complètement, l'Afrique est complètement désenclavée. Donc, non, enclavée, donc il faut la désenclaver dans la mesure où, aujourd'hui, ce que nous mangeons même, ce n'est pas ce qui vient de nous, ça vient de l'extérieur. Parce que ce qui est encore plus exporté nous fait perdre beaucoup d'argent par rapport à ce qui est importé. Et tant que nous, en tant que tels, on n'a pas notre monnaie, on n'a pas nos institutions, on n'est pas libre, d'appartenir à cette Afrique pour que nous la développions à notre concept, à notre niveau. Je pense que le concept l'Afrique aux Africains est très loin d'être effectif, est très loin d'avoir une solution. Voilà.
Alors, Monsieur Nyawa, vous venez de toucher certains points très essentiels sur le retour à Tombouctou. Et vous venez de dire que l'Afrique n'a pas ses propres institutions. Et il y a, face à la mondialisation, est-ce que les institutions africaines propres à l'Afrique pourraient bénéficier aux autres? Parce qu'aujourd'hui, nous savons qu'il faut être ouvert sur le monde pour recevoir tout de part et d'autre et avoir des partenariats avec les autres continents, les autres pays. Est-ce que face à la mondialisation, comme je l'avais posé à Rodrigue, le retour à Tombouctou n'est pas voué à l'échec? Monsieur Tissot, je pense que c'est un concept que nous venons de développer. Il va falloir que ce concept-là soit mieux structuré. Il va falloir que nous soyons prêts pour réussir ce concept. Bon, par rapport à la mondialisation, j'ai dit que c'est des gros mots. C'est des gros mots qui foncent l'Afrique. Vous m'avez posé une question pour, comment on appelle, nos institutions par rapport à cette mondialisation. Monsieur Atisso, quand vous prenez par exemple la banque centrale qu'on appelle la BCAO, elle ne vous appartient pas. Elle appartient directement à l'extérieur. Justement. Voilà. Donc, ça veut dire que l'argent c'est-à-dire votre argent même là, c'est complètement dévalué avant que vous n'ayez ça. Donc, si ces institutions deviennent nationales, ça dit que l'Afrique peut avoir ce qu'on appelle ses propres ressources. Donc, le partenariat dont vous êtes en train de parler, je pense qu'il est bien possible que l'Afrique soit partenaire. Et non, la France soit partenaire dans nos institutions. Enfin, nous avons un partenariat, mais totalement avec ces institutions, ça appartient à l'extérieur. Nous n'avons pas, l'Afrique n'est pas encore libre sur tout le plan, quoi qu'on fasse. Mais, encore une fois de plus, M. Atisso, nous sommes à la diaspora. Il y a combien de Togolais à la diaspora? Il y a combien d'Ivoiriens? Il y a combien d'Africains à la diaspora? Ne serait-ce que se mettre ensemble pour créer encore une Afrique. D'abord la diaspora, et d'ici, on va vers le continent africain, on sera mieux accueillis parce que vous allez en Afrique, par exemple, pour pouvoir développer votre projet, on va vous donner encore beaucoup de fils à tordre. Parce que ceux qui sont là-bas, par exemple, quand je prends Télécom, comment on appelle Togo Télécom, c'est pas moi. Togo Télécom. Voilà, ça appartient à qui? Ça appartient à la France. Mais M. Flo a une grande partie là-dedans. Alors, mais monsieur, qui monsieur bénéficie? Niawa, Ce n'est pas le Togolais là-dedans qui bénéficie. Ce sont ceux qui sont en France, la communauté internationale, la France qui bénéficie. Nos décisions ne sont pas à nous. Comment vous voulez qu'on se presse pour retourner à nos sources? Il va falloir je lui ai dit toujours, nous sommes à la diaspora. Ceux qui sont en Afrique maintenant, ce sont des femmes. Ils ne peuvent rien faire. Parce qu'ils sont à tout moment braqués de cette politique-là. Tu ne peux rien faire. Mais ils comptent sur nous. Alors, M. Niawa, nous allons, merci à Tissot. Nous allons recevoir l'avis de M. Classio et avant de revenir à vous. Alors, M. Classio? Oui, je suis à vous. Je vous suis attentivement. Oui, vous avez suivi M. Lawson Mawena et M. Serge Niawa sur retour à nos sources et la mondialisation. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ou bien vous avez quelque chose, des ombres, des zones d'ombre à demander des éclaircissements? Vous savez, il faut que nous soyons directs, objectifs, comme d'ailleurs les principes de la télévision Tempo Afrique TV nous les recommandent. L'Afrique n'est pas encore aux Africains. C'est ça une première réalité que nous devons inculquer dans la mémoire collective des Africains. Nous n'avons pas encore notre propre territoire. Et il faut faire tout pour récupérer d'abord l'Afrique. Bon, maintenant, quand on récupère l'Afrique, il y a des lignes
qu'il faut maintenant suivre. C'est-à-dire, l'Afrique regorge tellement des intellectuels du début de la colonisation, même jusqu'ici. Et il faut maintenant donner l'opportunité à ces gens de créer des centres de recherche pour l'Afrique. Et quand on crée, on finance, l'Afrique se finance elle-même dans des recherches, dans les domaines de médecine, dans des domaines de grande recherche universitaire. Quand l'Afrique se récupère, c'est en ce moment que nous allons répertorier les choses. Et puis ensuite, savoir reconnaître notre culture. Est-ce qu'il faut diversifier la culture sur le continent africain? Identifier notre religion. Est-ce que voir si ces religions de chaque État donnent des éléments importants pour le développement de l'Afrique? Il faut tout cela. Avant de continuer ce que nous appelons la globalisation. La globalisation n'existe pas pour les Africains. Je suis d'accord avec ceux qui supportent cela. La globalisation dans laquelle se retrouve l'Afrique, c'est cette globalisation où on fabrique des choses à l'externe de l'Afrique et on nous envoie. Bon, donc nous sommes dans un système de producteurs et consommateurs. Dans ce système, nous n'allons jamais nous développer. Et maintenant, quand le consommateur se réveille et dit que ce que vous aviez fabriqué, nous envoyez, nous avions utilisé certains détails de ce produit et nous avions vu que le produit peut être fait comme ceci. Il faut maintenant financer ce que nous avions vu et pour pouvoir transformer cela en contenu des réalités de notre pays, le colon refuse. Les dictateurs qui n'ont que des pieds comme ces colons refusent en Afrique. Donc l'Afrique est perdue pour le moment. Nous n'avons pas une Afrique à nous. L'Afrique est une terre conquise juste pour un marché, c'est-à-dire juste pour un groupe de consommateurs. Et il faut sortir maintenant du cadre de consommateurs pour tendre vers le cadre de producteurs. C'est en ce moment que nous allons retrouver le fondamentalisme de ce que notre ami a proposé à la Tempo TV. Retour à Tombouctou. Je m'arrête là-bas pour le moment. Merci, M. Classio. Et M. Mawena, M. Classio vient de toucher un point très important, que les Africains l'Afrique regorge beaucoup de talents qui peuvent faire des recherches qui seraient financées par l'Afrique. Alors, ma question pour vous, M. Rodri, est-ce que, comment l'Afrique, on sait que pour faire des recherches, il faut des matériels pour adapter à des recherches spécifiques. Comment, si on se retire des autres, du reste du monde, comment est-ce que l'Afrique va se procurer de ces matériels pour faire ces recherches? Ok, d'abord, l'histoire nous a appris que l'homme noir qui a été esclave, comme l'a dit le comte de Volney, que cette race d'hommes noirs, aujourd'hui, notre esclave, est objet de notre, comment l'appelle-t-on, objet de nos mépris, est celle-là même à qui nous devons nos arts, nos sciences, et jusqu'à l'usage de la parole. Ça voudrait dire quoi?
ça voudrait dire que tout ce que l'Occident n'a rien inventé. Il n'y a rien d'inventé dans ce monde. Ils n'ont fait que copier et, c'est-à-dire, performer. C'est la triste réalité. Que les Donc, Africains... ils ont copié des Africains. Et aujourd'hui, il n'y a rien d'inventé. Je vous dis, jusqu'à la dernière invention que l'Occident a faite aujourd'hui, il n'y a rien qu'ils ont inventé. Ils ont seulement copié. Ils ont seulement copié. Si tout ce que les tout. Même je dis, les frères qui ont tout. créé l'avion. Je vous dis tout parce que les preuves sont dans les papyrus. Les preuves sont là dans les hiéroglyphes. C'est pour cela que vous allez voir que lorsque les Africains historiens qui commencent par faire des débats, des conférences, vous allez voir que l'Occident pratique la politique du silence. Ils ne veulent pas les contredire parce qu'ils savent qu'ils sont en train de dire la vérité. Lorsqu'ils cherchent à les contredire, qu'est-ce qui se passe? Le monde va commencer par se poser la question. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et les gens vont commencer par chercher. Donc quand on joue la politique du silence, on laisse les historiens africains raconter, comme personne ne les attaque, tout le monde se tait. Donc c'est ce qui se passe actuellement. Donc c'est à nous d'être vigilants. Je vous dis, et je vous répète, que l'Europe, l'Occident n'a rien. C'est-à-dire, il n'y a rien de nouveau sur le plancher. Rien de nouveau. Tout le reste, c'est qu'ils ont pris et ils ont performé. Je suis d'accord qu'ils ont performé. Il y a des choses aujourd'hui qui n'existaient pas sous une forme. Mais ils l'ont transformé sous une forme. Mais c'est le fait de dire que c'est eux qui ont inventé qui est le problème. Donc on nous a mis dans la mentalité que les choses ont été inventées. Aujourd'hui, je suivais une émission qui parlait de l'origine africaine de la médecine. Je vous dis que le sermon d'Hippocrate plutôt, que les médecins prêtent avant d'être médecins, ce n'est pas un sermon ce n'est pas Hippocrate qui a écrit ce sermon. C'est comment l'appelle-t-on? J'ai noté comment l'appelle-t-on le nom et comment l'appelle-t-on? C'est Imhotep. Imhotep, c'est un Africain. C'est un prêtre africain qui a écrit le sermon. Et actuellement, tout le sermon est dans les hiéroglyphes actuellement. Et ce serment, lorsque Hippocrate a copié le serment, il a pris le serment, il n'a pas donné les souches de sa copie. Et c'est Jean-François Champollion qui est allé faire les recherches. Vous voyez que ce n'est pas les Africains qui les contredisent. C'est eux-mêmes maintenant, entre eux, c'est Champollion qui dit, mais ça, c'est ce que nous avons vu dans les hiéroglyphes pendant des millions d'années avant Hippocrate. Aujourd'hui, si Hippocrate vient dire que c'est lui qui a fait ce sermon-là, donc ça fait pitié. Et je crois que les Grecs ont appelé Imhotep Amenophis. Et puis les Romains aussi ont donné un autre nom que j'ai oublié. Vous voyez? Même comment l'appelle-t-on? Le stethoscope que les médecins utilisent pour mettre... Ça, c'est purement... Si vous cherchez seulement les papyrus de médecine, vous allez retrouver ça. Et le stethoscope que les Européens utilisaient avant, c'était un seul. Ils mettaient la chose sur ton cœur et ils écoutaient avec une oreille. Alors, monsieur... Non, attends, je vais finir mon développement. Okay, allez-y. La raison pour laquelle je viens sur ce côté, c'est pour vous dire que l'Africain doit se sortir de la tête le fait que c'est l'autre qui doit faire avant qu'on ne fasse. C'est ça le problème de l'Africain. Il y a un jeune Congolais qui a fabriqué une pile à base de manioc. J'ai envoyé la vidéo à notre réalisateur entre-temps, mais il n'a pas pu préparer ça. J'avais voulu faire passer cette vidéo-là. Une pile à base de manioc. Et ça fait fonctionner toute une maison. Et il n'est pas allé très loin à l'école. Il n'est pas allé très loin à l'école. Et puis, regardez le manioc. On produit seulement le manioc. Mais on ne sait pas. Et puis, il n'y a pas de comment l'appelle-t-on? Il n'y a pas de danger. Il n'y a pas d'effet secondaire. Et personne n'aide celui-là à développer ce qu'il est en train de faire. Pourquoi? Parce que les gens là sont après nous. Ils sont après nous. Donc, nous devons d'abord faire une décolonisation mentale de l'Africain.
Lorsque, comment appelle-t-on, le frère Classio disait qu'on doit d'abord récupérer l'Afrique. Comment on doit récupérer l'Afrique? C'est ça l'interrogation majeure. Là, avant que l'Afrique n'évolue, on doit récupérer l'Afrique. Mais comment on doit récupérer l'Afrique? C'est en faisant comprendre à l'Africain qu'il doit être lui-même. Alors, M. Rodrigue, on va revenir sur ça. Mais dans votre intervention, vous avez dit 3 ou 4 fois l'hiéroglyphe. Est-ce que tu peux expliquer aux téléspectateurs c'est quoi l'hiéroglyphe? L'hiéroglyphe, c'est l'écriture. Comme on dit, l'Africain n'a pas d'écriture. C'est la première écriture qui puisse exister, que les pharaons ont utilisée. C'est des dessins qui désignent des paroles, c'est-à-dire des manifestations, mais c'est des écritures et des dessins. Ce n'est pas des écritures comme l'alphabet grec ou etc. D'ailleurs, les Grecs ont appris chez, comment l'appelle-t-on, les Africains, les avant de faire les écritures. Puisque la première écriture qui est sortie de la Grèce, c'est les Noirs. Puisque les premiers habitants de la Grèce, c'était des Noirs. Donc l'hiéroglyphe, c'est des écritures que les Égyptiens, si vous allez en Égypte aujourd'hui, dans les tombes des pharaons, ces hiéroglyphes sont là. Et les gens les étudient. Tu peux aller les étudier facilement et comprendre ce qui est écrit là-bas. Et c'est à partir de ces études-là que les gens ont compris que, mais à la fin des comptes, les Occidentaux n'ont rien fabriqué. Ils ont seulement piqué les choses chez nous et après avoir piqué, ils ont détruit. Ils ont détruit les choses en Afrique. C'est pour ça que vous allez voir dans certains documents, on vous dira que la ville de Lagos était plus jolie que Amsterdam. Les gens s'étonnent que, mais comment est-ce que... Mais les razzias, quand les Européens étaient venus, ils ont piqué et les razzias qu'ils ont fait. C'est pour ça que vous allez voir qu'en Afrique, lorsqu'il y a les crises politiques, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que les populations prennent leurs bagages et commencent par s'enfuir. C'est inné. C'est ce qui s'était passé. C'est pour ça, l'Africain est le peuple le plus sédentaire au monde. L'Africain n'est pas un peuple nomade. Ce sont les Sémites qui sont des nomades. Mais parce qu'ils sont venus nous livrer la guerre. C'est pour cela que les Africains sont obligés de fuir. Et vous allez voir que dans nos pays, c'est des cases de fortune qui sont construites. Et c'est ce que nous sommes venus voir, notre génération. C'est pourquoi nous considérons nos parents, nos grands-parents comme des gens qui n'ont rien fait. Alors qu'ils se comportaient comme ça parce que lorsqu'ils se déplacent d'un milieu A à un milieu B, ils ne savent pas quand est-ce qu'ils vont être encore attaqués. Donc, ils ne peuvent pas faire un développement là-bas. Le dernier en date, c'est lors des empires que nous avons eu. Donc, ils sont chaque fois sur le qui-vive. Ils sont chaque fois sur le qui-vive. Donc, si vous voyez le développement de nos empires, vous allez voir qu'il y avait de grands bâtiments, de grandes choses que vous ne pouvez pas imaginer. Regardez à Tombouctou, par exemple, les universités, où tous les Européens sont venus là-bas pour étudier. C'est ça. Donc, cela voudrait dire quand même qu'il y avait quelque chose. Et les documents sont cachés. Donc, les documents sont cachés. Et vous allez voir qu'en Afrique aujourd'hui, quand je reviens sur le point de Serge Niawa qui disait que en Afrique, c'est difficile de faire comprendre aux gens. Pourquoi c'est difficile de faire comprendre aux gens? Vous allez vous poser la question, pourquoi on ne veut pas faire développer l'Internet en Afrique? C'est pourquoi on censure beaucoup l'Internet en Afrique. Parce qu'on sait que si on ouvre l'Internet comme nous l'avons ici, les gens vont trouver beaucoup de vérité. Et il y a une autre chose que les gens une question que les gens ne se posent pas. Les Africains sont tellement... Nous sommes étourdis, c'est comme ça qu'ils nous prennent. Pourquoi depuis là, ils ne nous disent pas qui a créé l'Internet? Posez-vous la question, pourquoi depuis? S'il y avait un Européen occidental qui a créé l'Internet, vous aurez son nom. Donnez-moi, si vous le connaissez, donnez-moi son nom. Oui, on connaît qui a créé Facebook. On connaît Est-ce que Facebook n'est pas Internet? Voilà. Je sais. Oui. Je sais, c'est pour l'appuyer. Oui. On connaît qui a créé Facebook. Exactement. Parce que c'est un blanc. On connaît qui a créé Tura. Mais l'Internet... Google, on connaît. Mais Internet, depuis là, ils ne nous disent pas. Si la personne existait chez eux, ils allaient... Alors, monsieur Rodrigue, qui a créé l'Internet? Qui a créé l'Internet? Non, moi, je ne sais pas. C'est une question que c'est pour vous dire... C'est une question qu'il pose, qui a besoin d'une réponse même de l'ensemble des panélistes, je pense bien. Oui, je pense que c'est pour dire... Non, ça veut dire que je voulais pencher sur un point. Voilà. C'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont venues de chez nous
et que ces gens sont pris pour faire Les les leurs et L'Africain s'étonne. et l'Africain s'étonne. Et pour ceux qu'on ne connaît pas, regardez aujourd'hui comment les jeunes Africains utilisent l'Internet chez nous en Afrique. C'est-à-dire, ils réalisent des choses impeccables. Impeccable. Vous ne pouvez pas imaginer ce que les gens réalisent avec l'Internet en Afrique. Mais pourtant, Ils n'ont pas accès comme ils nous. n'ont pas accès comme nous avons accès. Et aussi, ils disent que, oh, c'est l'Occident qui nous a envoyé ça. Mais l'Occident ne nous dit pas jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est ce qu'ils ont fait avec Edison. Les lampes, les lumières que nous avons. On dit que c'est Dieu alors que c'est faux. C'est un noir. C'est un noir qui a créé la lumière. Oui, c'est un noir. Aujourd'hui, aucun scientifique, aucun savant ne peut démentir cela. Donc, c'est pour vous dire que les Africains doivent se réveiller et dire qu'ils sont capables de tout. Mais tant qu'on sera là et penser qu'on est capable de rien, alors là, on ne peut pas réveiller l'Afrique jusqu'à commencer à lutter contre ces gens-là. Donc, ce que moi je voudrais dire, c'est pour la question de la mondialisation, nous nous demandons que nous devons nous réveiller, n'est-ce pas? Mais j'ai toujours dit que si on n'a pas une racine, tu ne peux pas aller jouer avec quelqu'un qui a une racine. Alors, fondons notre boîte noire. Soyons solides. D'abord. Et quand nous sommes solides, on peut maintenant sortir et aller faire mondialisation avec les autres. La preuve, c'est que c'est lorsque les avions viennent en Congo démocratique pour puiser le coltan et autres, il y a mondialisation. Lorsqu'on interdit aux Africains de ne pas faire des cultures vivrières, parce qu'on sait que quand l'Africain fait la culture du café, cacao et coton, il faut que l'Occident achète. Vous comprenez la situation? Parce qu'ils savent que si vous empêchez de cultiver le maïs, le blé, le mil, ça voudrait dire que vous ne pouvez pas manger le café, cacao et le coton. Vous devez vendre ça. Mais si vous cultivez le blé, le maïs, même si on n'achète pas, au moins vous avez de quoi manger. Donc la stratégie, c'est de faire dévier les Africains sur les productions vivrières parce qu'ils savent que avec ça, on ne peut pas nous concurrencer. Donc maintenant, les Africains se sont jetés dans cette culture industrielle. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est eux qui fixent les prix. Ils viennent, ils te disent que ton cacao, je vais l'acheter à 600 le kilo. Tu vas dire quoi? Puisque si tu ne vends pas, tu ne manges pas. Tu ne peux pas manger ton cacao. Tu es obligé de vendre à 600. Alors que les dépenses, l'effort que tu as fait pour cultiver ce cacao-là dépasse les 600. Donc voilà la stratégie qu'ils utilisent pour nous avoir. Mais aussi, nous pouvons encore contredire cela. Comment? Le fait, il y a un Togolais la fois dernière, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, il y a un Togolais qui a commencé ce travail-là. Il est allé, il a appris comment transformer le cacao en chocolat et il est rentré chez nous à Palimé. Maintenant, le kilo de cacao est vendu à 600 le kilo, n'est-ce pas? 600 le kilo. Et quand tu achètes 600 le kilo, ils font le chocolat, 1 gramme de chocolat est vendu à 1000 francs. Mais justement, c'est sur cela que je voulais quand même en venir. Parce que si Okay, vous avez... on en viendra. Parce que vraiment, vous avez Alors, beaucoup développé. monsieur des Lawson choses a que beaucoup nous devions développé. vraiment comprendre. Donc, même si on coupe avec les Occidentaux, avec le reste du monde, nos chercheurs peuvent quand même arriver à faire leurs recherches avec les besoins. Oui, vous savez, il y a une chose. C'était ça ma question. Je reviens sur le point de Kenao et de Classio un peu. Alors, monsieur Rodrigue, est-ce que vous me permettez, on va revenir sur ça. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Alors, monsieur Yawa, je prends toujours dans le développement de monsieur Classio, il a parlé des religions. Quel serait concrètement le rôle des religions dans Retour sur Tombouctou? Merci Atisso. Vous savez, dans cette histoire de religion, il y a beaucoup de choses qui tournent. Toi, Atisso, Puisque en Afrique maintenant... Atisso, toi et moi, nous sommes là. Monsieur Rodrigue est là. Nous formons déjà une religion. Est-ce que nous sommes obligés d'aller peut-être à l'église? Bon, voilà ce qui se passe. Le pasteur, lui, il a son idéologie derrière cette religion. Donc, quand je vois les religions, j'ai un peu pitié. Parce que aujourd'hui, les pasteurs ne font pas totalement leur travail. S'ils font leur travail, je pense que chacun pourra se sentir mieux.
Par exemple, je suis parti dans une église où j'étais avec mon ami et il a commencé, on fait combien de quêtes? Plus de 5 quêtes. Il avait $35 qu'il a donné. Il dit, mais mon ami, il y a quelqu'un qui a la tête, qui s'enrichit, et puis il y a d'autres là qui sont là, qui regardent. Bon, je ne sais pas de critiquer quelqu'un, mais j'essaie de dire au pasteur que quand on parle déjà d'une religion, on ne doit plus faire quelque chose de mauvais derrière cette religion. Parce que, est-ce que vous avez vu de l'argent avec Jésus-Christ? Est-ce que vous avez vu de l'argent avec Mohamed? Mais sans cela il s'agit. Il faudrait que nous-mêmes on soit humbles. Parce que chacun peut se faire une religion. Monsieur Yawa, Oui. un instant. Oui. Nous parlons de retour en Oui, Afrique. Est-ce que vous venez de citer Jésus-Christ et Mahomet? Est-ce qu'ils sont des Africains? Non, mais écoutez, s'ils sont des Africains, ils ne sont pas des Africains, le retour à Tombouctou, moi, m'intéresse. Parce que c'est cette idéologie-là, on est là, on dit, bon, d'accord, Jésus-Christ va arriver dans quelques jours. Il y a aussi certaines personnes qui attendent, je suis d'accord. Mais ce qui m'intéresse, c'est le retour à Tombouctou, c'est-à-dire retourner à nos sources pour pouvoir se maîtriser. Maintenant, M. Rodrigue a quand même, M. Classio a dit de bonnes choses en disant retourner, comment on appelle l'Afrique aux Africains. L'Afrique n'appartient pas d'abord aux Africains, là où nous sommes, à l'heure où nous sommes. Tant que nous chercherons quand même à ne pas amener cette Afrique-là à nous appartenir, on va venir s'asseoir et puis parler. Rodrigue a parlé de café, cacao, tout et tout. Mais quand vous vendez aujourd'hui votre café, cacao, vous vendez ça où? Parce que pour que l'Afrique appartienne aux Africains, il faudrait que les ressources là, nous les maîtrisions. Nous les vendons nous-mêmes. Nous les utilisons. Nous les utilisons nous-mêmes. Parce que vous allez d'abord, ce qu'on prend pour pouvoir fabriquer, comment on appelle, la boîte, ça y est chez vous. Mais ça se transforme où? À l'extérieur. On amène le café ou bien le cacao à l'extérieur. Quand c'est fabriqué, la boîte coûte au moins près de 1000 francs ou bien 500 francs. Mais plus cher. Mais le prix du kilo, c'est à combien? Donc, on est beaucoup encore exploité. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? À Tissot, ce n'est pas aussi difficile. Ça dépend de nous-mêmes. Comme l'a dit, il faudrait que nous arrivions à travailler nos mentalités. Nous arrivons à travailler un peu les mentalités de ceux-là qui sont même les élites. Parce que les élites dont on est en train de parler. On a défini, bien sûr, les élites. Mais eux, là, ce sont des gens qui sont formés où? À l'extérieur. On leur inculque une certaine notion pour ne pas que eux-mêmes, ils aillent développer quelque chose chez eux. Oui. La preuve en est que quand tu finis et que tu veux retourner, par exemple, tu n'as pas les moyens pour retourner. Mais si le président qui est là, qui se dit, ah, voilà, je retourne, mais j'ai besoin quand même de quelque chose, par exemple. Parce que je ne retourne pas avec, j'ai la notion, je suis intelligent. Parce que le noir lui-même, là, c'est le plus intelligent sur cette planète. C'est le plus intelligent sur cette planète, mais il va arriver à exploiter cette intelligence-là pour d'abord commencer sur l'Afrique, développer l'Afrique. Donc, par exemple, je prends Cheikh Anta Diop, je prends Léopold Sédar Senghor, je prends d'autres personnes, d'autres savants. D'autres intellectuels. Mais dites-moi, qu'est-ce qu'ils ont laissé? La misère. Qu'est-ce qu'ils ont laissé? L'Afrique occupée. À vous de le dire. L'Afrique occupée. Qu'est-ce qu'ils ont laissé? Ils ont vendu l'Afrique. Bon, ceux qui ont vendu l'Afrique, M. Senghor et M. Félix Boigny. Aujourd'hui, nous n'allons plus retrouver, nous voulons retrouver cette Afrique-là, mais comment la retrouver? Comment la récupérer? C'est ça même le but de l'Afrique pour les Africains. D'accord, nous voulons des pistes, nous voulons des actes concrets qui vont nous amener à retrouver, à donner l'Afrique aux Africains. Je reviens encore sur mon idéologie. Regardez un peu, si par exemple, nous allons au Togo, par exemple, nous allons en Côte d'Ivoire, ou bien dans un pays quelconque en Afrique, et puis on fait une réunion pour dire que voilà ce que nous allons faire. Mais si on finit cette réunion, parmi nous, il y a des gens qui sont là, qui vont aller rapporter de leur côté. Voilà, le président qui est là, méfie-toi parce qu'il y a une réunion qui a été faite, on va t'enlever. Alors que nous avons ce concept-là,
pour revaloriser l'Afrique. Mais, raison pour laquelle je le dis aujourd'hui, quel est le nombre des Africains à la diaspora? Je vais toujours revenir là-dessus. Si on est assis ensemble, tout ce que nous allons cotiser, tout ce que nous allons mettre ensemble, on va en Afrique et on va le développer, on va développer cette Afrique à nos propres concepts. On ne va pas aussi couper carrément avec le cordon ombilical, parce que le concept de couper aujourd'hui, avec le cordon ombilical coupé avec l'extérieur, vous savez... Coupure radicale. Vous savez qu'on le dit. M. Alpha Condé même l'a dit. Mais hier, il s'est levé pour aller signer des contrats avec l'Europe, avec ces gens-là pour venir développer la Guinée. Mais il avait oublié qu'il fallait couper avec le cordon ombilical. Alors que chez lui, il y a beaucoup de ressources, qui peuvent quand même aider. Mais comment les transformer? Il faudrait que les Africains qui viennent ici, d'abord, il faudrait qu'aussi ils soient aidés de l'autre côté, parce que souvent on a les bourses pour venir à l'extérieur pour être formés. Parce que si on vient ici, ce n'est pas parce qu'en Afrique on ne peut pas être formé. En Afrique, on peut être formé. Mais nous suivons nos richesses qui viennent ici aussi. Et à travers ces richesses, même si on est formé, nous allons retourner avec un bagage, non seulement intellectuel, mais il faut mettre en pratique ce bagage intellectuel-là. Parce que vous avez parlé des chercheurs aujourd'hui. Mais écoute, les chercheurs, il faut aussi les valoriser. Il faut aussi les aider. Il faut aussi mettre beaucoup d'argent dans leur richesse. Il y a un Togolais qui a trouvé, un Togolais qui a quand même inventé les plaquettes, le téléphone, mais il voulait le mettre au niveau du Togo. Mais les gens ont dit non, il est allé jusqu'au Sénégal pour le faire. Oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que s'il le faisait, les gens ne vont pas payer Internet. Ça va dire que Togo Télécom va tomber demain. Parce que, donc, il y a quelque chose derrière. Et c'est pour l'Occident, Togo Télécom. Bon, c'est pour l'Occident. Tu crois que c'est pour qui? C'est pour l'Occident. Vous avez sûrement une petite, comment on appelle, comment je peux dire, vous êtes partenaire, mais pas à grande échelle. Voilà. Donc, ce qu'il faut faire, nous devions ensemble ici à la diaspora faire des réunions, avoir une grande association. Au cours de cette association, nous allons arrêter nos objectifs. Nous allons essayer de pouvoir voir ce qu'il faut faire. Nous pouvons enlever à travers ce que nous avons posé là. Nous pouvons, même il y a un président qui va dire, bon d'accord, premier mandat, parce que dès qu'il a le premier mandat, il passe déjà au deuxième mandat. Et dès qu'il a le deuxième mandat, il passe à la demande d'un troisième mandat. Et il justifie le quatrième mandat ou bien le troisième mandat. Mais il le fait pour qui? Il ne fait pas pour toi à Tissot. Donc, si nous avons mis quelque chose en place ici, parce que je ne veux pas développer l'idéologie ici, pour dire que voilà, on veut changer la figure de cette Afrique-là. Nous devions nous asseoir sur une table, discuter. On amène un projet sur lequel nous devions travailler. Et l'Élysée, comme la Maison-Blanche, nous allons avoir une voix là-bas. Parce que je vous dis aujourd'hui, à l'Élysée, j'arrive. Une minute, j'ai fini, une minute. Okay, à l'Élysée, par exemple, il y a une cellule dite cellule Afrique. Mais qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Cellule Afrique. Elle fait quoi? C'est elle qui va donner tous les ordres, ce que nous devions faire. Et maintenant, pour terminer, il y a l'Union africaine. Et je l'ai toujours dit, l'Union africaine ne nous appartient pas parce que dans cette même Union africaine, il y a ce qu'on appelle un office shadow, un bureau noir. Dans ce bureau noir, il y a seulement que 2 Africains représentés dans ce bureau noir. Il y a 4 Français qui sont représentés pour l'Union européenne. Il y a 4 Américains qui sont représentés dedans. Mais aujourd'hui, les décisions que nous prenons, qui se prennent dans l'Union africaine, ce n'est pas la décision qui pourra avancer l'Afrique. Donc, nous sommes à la diaspora. Il faudrait qu'on s'asseye pour discuter de ce que nous allons faire de ce retour à Tombouctou, du développement que nous allons faire à l'Afrique. Parce que tous ces chefs d'État aujourd'hui qui sont là, dont on se réclame de la communauté internationale, nous pouvons tous les balayer. Alors,
Merci, Monsieur Niawa. Donc, nous devons réfléchir dans la diaspora pour un retour à Tombouctou. Alors, Monsieur Classio? Oui, je vous suis très attentivement. Et merci beaucoup pour ça. Et je voulais que vous réagissiez par rapport à ce que M. Serge Niawa vient de dire. Et après cela, la question de religion me tient toujours à cœur. Et vous réagissez et sur ça aussi. Quel serait le rôle des religions dans le retour à Tombouctou? Oui, il faut dire, bon, pour tout ce que mon confrère Serge vient de dire, je ne cesserai jamais de le répéter aux Africains que nous avons besoin d'une gouvernance, nous avons besoin de la clairvoyance au niveau du leadership. Vous savez, l'Afrique a des leaders non clairvoyants. Le peu, ou bien si un leader clairvoyant lève la tête, ceux-là qui ne veulent pas que le soleil brille en Afrique étouffent ce leader. Et quand on veut étouffer ce leader, on passe toujours par nous-mêmes. On passe par Classio, on passe par Mawena et on passe par Kossi. Donc, l'Africain doit comprendre d'abord que l'Européen ou bien l'Américain ou bien l'Asiatique qui arrive en Afrique et qui dit qu'il est ton ami et te propose des appareils de dernier degré comme cell phone, ne le fait pas pour le hasard. L'Africain doit retrouver cette conscience collective d'abord. Je dis très souvent aux amis, quand l'Américain dans l'administration te pose une question, l'Américain attend une réponse. Ou bien, avant même de venir te poser la question, il y avait un débat quelque part et que cette question qu'on vient de te poser, ou bien qu'on est venu te poser, on attend juste la réponse pour pouvoir délibérer. C'est ça la réalité. Et c'est le même système dans lequel nous sommes, avec les chefs d'État, avec les relations colons-chefs d'État, avec les relations chefs d'État-peuple. Il faudrait que nous sortons de cela. C'est là où je trouve la quintessence de ce thème, de retourner à Tombouctou, de retourner dans nos valeurs, dans nos sources, pour pouvoir instaurer d'abord cette confiance mutuelle de travail et d'utiliser notre intelligentsia pour aller loin. En ce qui concerne la religion dont vous parlez, vous savez, la religion c'est une inspiration. Je suis dans le domaine médical. Je suis aussi les discussions administratives. Vous savez, par moment, les gens trouvent des solutions à certains problèmes délicats au moment où tous les cheveux des Blancs sont debout, ça vient quelque part. Je ne veux pas aller en détail sur certains points où les Américains, par exemple, prennent beaucoup des spécialistes indiens dans plusieurs domaines, surtout dans le domaine de la médecine. Les spécialistes Je ne vais indiens. pas aller en détail. Vous savez pourquoi aujourd'hui le monde est dirigé par des congrégations que nous appelons des sectes, où il y a des sacrifices, où il y a des pratiques religieuses qui se font. Et c'est là où je vais revenir toujours à mon ami Mawena, désormais Mawena, puisque on efface le nom Rodrigue, que le blanc n'a rien inventé. Mais on nous fait comprendre que ce que nous avons, nous n'avons rien et qu'il faut nous suivre. Le blanc est venu retracer les histoires des esprits, des
africain met ça dans les livres. Parce que le traditionnel lui a raconté cela au cours d'une mission de corps de la paix. Et puis ensuite, le traditionnel lui a démontré qu'avec ça plus ça, ça fait ceci. Lui, il est revenu avec son intelligence, il a mis ça dans des livres et il nous vend, il te vend pour ceux qui s'intéressent, par exemple, à ces livres. Alors que nous, qui sommes des Africains, nous avons déjà tout ça là incorporé en nous. Justement. Pourquoi nos chefs d'État, ceux qui prennent la tête de nos institutions, ne financent pas des recherches approfondies dans les universités? Parce que ils ont des conseillers blancs qui travaillent uniquement pour le blanc en faisant croire à mon ami Fort Gnassingbé qu'il travaille pour te maintenir au pouvoir dans la pauvreté. C'est ce qui se passe dans le monde. Si vous voulez que nous allons dans le domaine spirituel, c'est ça. Les gens sont liés par des liens que je ne veux pas citer. Vous prenez par exemple Charles Debache, au Togo par exemple, à la présidence de Lomé, qui est là-bas peut-être avant ma naissance. Vous croyez que Charles Debache aime juste l'Afrique jusqu'à changer son nom Souza? Non, c'est qu'il a des intérêts et que le colon a confiance en lui de le placer là-bas pour pouvoir transformer les choses. Jusqu'à sa mort. Jusqu'à quand? Et c'est pourquoi je dis que nous sommes à une étape de réveil et d'éveil. Et quand nous parlons d'éveil, les universitaires comprennent beaucoup plus. Quand nous parlons plutôt de veille, les universitaires comprennent beaucoup plus. Et maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? C'est ça, le thème du retour à Tombouctou, qui veut dire tout simplement de retourner sensibiliser les peuples, de mettre, comme les Anglais le disent, break it down for the people. Il faut retourner la connaissance qui est trop formalisée à terre, à tout le monde de comprendre ce qui se passe dans le système. Et pour faire cela, il faut des moyens. Et c'est pourquoi si l'Africain aime vraiment son pays, il faut mettre toujours l'argent au centre de tout et de faire ce travail de sensibilisation. Le jour où l'Afrique, ou bien le Togolais sera totalement réveillé, vous verrez que l'Africain n'aura même plus peur des armes. Vous verrez que l'Africain peut utiliser rapidement certaines valeurs. Oui, il faut reconnaître que à cette étape, après des centaines d'années après des centaines d'années de la colonisation, beaucoup de choses se sont transformées. Et que nous sommes à une étape où nous devons reconnaître que nous sommes à une étape d'éveil. Et il faut utiliser ce qui a été transformé maintenant, l'intégrer dans notre culture, réinventer à nous et placer des codes sur ça. C'est à ce moment que l'Afrique va commencer par devenir l'Afrique. C'est à ce moment que le président africain va prendre de l'avion parce que les relations vont toujours exister. Nous appelons quelque chose le 180 plat, relations et résultats. Quand il prend son avion dans le cadre de relations pour pouvoir discuter des affaires, vous verrez que les résultats seront probants. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le respect mutuel.
Aujourd'hui, nous n'avons pas cela. Même aujourd'hui, dans nos administrations, par exemple, dans les grands pays, où le blanc reconnaît carrément que tu es très intelligent, où le blanc reconnaît carrément que celui-là peut faire des choses que je ne peux pas faire, mais on va continuer toujours par te reléguer au second plan. Au moment où le blanc travaille pour 1 heure de temps, pour arriver à une étape donnée dans la procédure, toi, tu es obligé de revenir à la maison, travailler 6 heures de temps, avant que ton boss ne puisse avoir peur de la honte et de t'élever. Vous savez pourquoi? C'est ce que Rodrigue est en train de dire. On nous enfonce, on ne veut pas qu'on reconnaisse. Surtout avec la sortie d'Obama aux États-Unis. Il faudrait que nous soyons clairs sur la Tempo TV pour que les Africains commencent par comprendre que nous, il est un destin en mer. Et je parle très souvent au président de la République. Ils ne veulent pas que nous arrivons à ce niveau pour voir les choses parce qu'ils ont mis des codes dedans. L'Africain peut créer son propre code. Aujourd'hui, à partir de cette étape, il suffit seulement que nous nous réveillons et nous décidons avec courage, détermination, au centre de la conscience pour pouvoir faire monter l'Afrique. Je m'arrête là-bas pour le moment puisque tout est minute. Merci, monsieur Classio. Vous n'allez pas arrêter. Je reviendrai tout à l'heure à vous. Alors, chers téléspectateurs de Tempo Afrique TV, nous sommes dans Afrique pour les Africains. Aujourd'hui, le thème c'est Retour à Tombouctou, numéro 2. Vous pouvez participer à ce débat en composant tout simplement le numéro qui passe sur l'écran. Alors, monsieur Mawena, je vais vous bombarder de beaucoup de questions. Alors, vous avez suivi monsieur Serge Niawa et monsieur Classio sur leur développement. Monsieur Serge Niawa avait invoqué que nous devons organiser quelque chose au niveau de la diaspora. Et il a évoqué que malgré que nous s'asseyons des fois pour prendre des décisions, il y a certains parmi nous qui vont directement chez l'ennemi pour lui dire que voici ce que nous sommes en train de préparer, c'est-à-dire des taupes. Dans un premier temps, vous pouvez nous éclaircir si nous voulons réellement arriver à Tombouctou, comment éviter, comment faire pour qu'il n'y ait pas de taupes ou bien comment anticiper sur les taupes. Dans un deuxième temps, la question de religion est très très cruciale parce que quand on voit aujourd'hui l'Afrique, si un Africain sort maintenant, il met un Togolais sort sur la route maintenant, il met de la farine de maïs dans ce qu'on appelle dans la calebasse et il met de l'eau dessus, il verse ça sur la route, tout le monde va crier que c'est un démon, ne l'approchez pas. Mais ce que nous avons aujourd'hui comme religion en Afrique ne provient pas des Africains. Et vous pouvez nous éclaircir sur ce que la religion aussi, le rôle clé que la religion peut aussi jouer. Et aussi, M. Classio avait parlé de quelque chose, l'argent. Je sais que dans le temps, les Africains avaient un moyen de commercer entre eux. Et ils avaient aussi, à un certain moment, de l'argent, comme le Kori. Vous pouvez nous éclaircir sur ça aussi si nous voulons retourner à Tombouctou. Et enfin, M. Serge Niawa a parlé de représentants à l'Élysée, à Washington et dans les grandes capitales. Alors, M. Rodrigue, est-ce que vous pouvez nous éclaircir sur tous ces points et comment éviter ces points et comment arriver à Tombouctou? Oui, bon, je vais d'abord... Excusez-moi, M. Kenao n'est pas là aujourd'hui pour t'aider, donc tu as tout le fardeau. Il n'y a pas de problème. Je vais d'abord commencer par la question de la religion. Et pour moi, c'est sans tabou. Je sais qu'il n'y a que nos ancêtres qui ont dit la vérité, Dieu n'a jamais parlé à personne.
Et les preuves sont là. Je vous donne un simple exemple. On est venu chez nous en Afrique, on nous a dit que nous sommes dans l'obscurité et qu'on nous a amené la lumière. Comparez les années 60 à cette année 2019. Et dites-moi quel est le degré de la violence. Mesurez-moi le degré de la violence du monde par rapport aux années 60 et en 2019. Vous me direz que la lumière qu'on nous a amenée, c'est vraiment de l'obscurité. Parce que il y a de cela quelques 20-30 ans, c'est rare d'entendre qu'il y a des gens, on coupe la tête des gens facilement comme ça. Quelqu'un qui se lève, en Afrique surtout, des gens qui se lèvent et s'en vont mettre des bombes sur eux-mêmes et s'explosent. C'est rare. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais c'est rare. Surtout en Afrique. Surtout en Afrique. Et quand on prend sur le plan mondial, le monde est devenu, c'est-à-dire le monde est rentré dans une violence pas possible. Et c'est à ce temps-là qu'on nous dit qu'on nous a amené la lumière. Je sais une réalité, c'est que nos grands-parents ont dit qu'ils n'ont jamais... Ils sont les premiers. L'homme noir est sur cette terre plus de 150 000 ans avant que les autres races n'apparaissent. Et c'est parce qu'ils ont conquis le monde. Ils sont partis partout. L'homme noir n'est pas étranger sur la terre et sur la planète. Partout où l'homme noir est, il est chez lui. Parce que c'est grâce à eux et grâce à leur technologie, leur intelligence, qu'ils ont bravé le froid de l'Europe, de l'Asie. Les Chinois aujourd'hui, quelques-uns sont en train de reconnaître. Il y a des Noirs là-bas aussi, qui vivent toujours là-bas. Donc, si nos parents étaient là, nos grands-parents noirs étaient là, et nous disent que Dieu n'a jamais parlé à personne, je les crois plus que les autres. Ça, c'est clair. Puisque il y a une réalité que nous voyons. Quand nous nous réveillons, nous tous, la chose que nous voyons, c'est le soleil. Il y a l'air, il y a l'eau, il y a la terre ferme, il y a les arbres, il y a l'innovation des hommes. Donc, le reste, c'est des trucs imaginaires qu'on nous dit et qu'on ne voit jamais. Tantôt, c'est la fin du monde qui est en 1990. Tantôt, c'est la fin du monde en 2000. Et tantôt, c'est la fin du monde en 2010. Et on ne sait quand jamais ça va arriver. Et on est dedans. Donc, je préfère croire à mes ancêtres que de croire à des banalités qu'on nous raconte. Ça, c'est la question religieuse. Je ne veux pas rentrer trop dans les détails. Bon, ce que moi, je voudrais dire par rapport comment l'appelle-t-on, à la sortie au retour à Tombouctou, c'est que nous devons comprendre qu'il y a une guerre qui est livrée à l'Afrique actuellement. Et cette guerre-là, elle est violente, elle est intense. Lorsque Serge Niawa parlait de Senghor et de Cheikh Anta Diop, et on verra que qui l'Occident a mis en l'air, c'est Senghor. Puisque c'est lui qui a dit que l'émotion est nègre et la raison est hélène, n'est-ce pas? Donc, si lui, nègre, pense que la raison est hélène, vous comprenez la suite. Alors que Cheikh Anta Diop, c'est un génie. Tout ce qu'il a dit, pourquoi même on ne veut pas l'étudier dans les universités? C'est pour une raison. Parce qu'on sait que si on ose mettre Cheikh Anta Diop dans les programmes, les Africains vont se réveiller. Non, mais c'est le moment, le concept qui a été développé, retour à nos ressources. Qu'est-ce que nous pouvons faire aujourd'hui pour mettre Cheikh Anta Diop dans les universités? Cheikh Anta Diop a, quel que soit ce que les autres vont dire, nous allons essayer de faire revivre Cheikh Anta Diop dans son idéologie. Le problème avec nous, c'est le problème que soulève très souvent Classieux aussi, puisque nos programmes scolaires ne sont pas faits par nous. Nos programmes scolaires viennent d'ailleurs. Monsieur Ruby, on va arriver là parce que j'ai un organigramme. Oui, le programme. Tout à l'heure. Donc, le programme vient d'ailleurs. Maintenant, ce que moi je peux dire, c'est que pour nous qui avons la chance de pouvoir découvrir certains trucs, lors des rencontres comme ceci, qu'on peut faire la chose. Puisque aujourd'hui, nous n'avons pas la force d'aller forcer nos gouvernements à changer les programmes. Nous n'avons pas cette force-là. Ça, c'est la triste réalité. Puisque, quel est le problème?
l'Occident a compris que lorsqu'on met les Africains dans la recherche de sa survie, c'est-à-dire que actuellement, l'Africain pense plus à sa survie que de penser à l'histoire. Mawena, est-ce que vous pensez que nous n'avons pas la force? Il n'est pas un homme libre. Voilà. Mais c'est pour cette raison le concept que le fait de se retrouver ensemble et dégager des projets, dégager... C'est important, mais il y a une chose sur ça. La réalité est que lorsque vous voulez commencer quelque chose de sérieux, vous n'avez pas toujours des gens qui sont pour ce que vous voulez faire. Vous avez même plutôt des gens qui sont contre, qui vous combattent farouchement. Si je donne l'exemple même des gens qui ont prôné le christianisme, tout ça, là, ils étaient combattus dans les premières années du christianisme. Ils étaient combattus. Et il y a une chose que les gens ne notent pas au niveau je n'attaque pas les chrétiens, mais je donne un exemple seulement sur le christianisme. Jésus-Christ et les évangiles et de Matthieu, Marc et Jean et autres sont apparus quand? 300 ans après la mort de Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ lui-même n'a rien écrit. Les Matthieu dont on parle, eux-mêmes ils n'ont rien écrit. C'est Paul le Sartre qui a écrit les évangiles et maintenant il a écrit les épîtres pour ajouter. Donc personne ne peut me prouver le contraire. Si quelqu'un en ligne écoute, il peut me prouver le contraire. Justement. 300 ans après la mort de Jésus-Christ que les évangiles sont sortis. Donc c'est pour cela que toutes ces choses, nous devons faire très attention. Et c'est pour ça que moi je dis, je préfère croire à mes ancêtres. Je ne dis pas aux gens de retourner faire les mêmes trucs. Vous savez, les pratiques ancestrales que nos parents ont fait pendant la nuit des temps, c'était une réponse qu'ils ont donnée au monde à leur temps. Les temps ont évolué. Quelle réponse nous? Monsieur Mawena, copier et suivre les gens. La fois dernière, je suivais comment appelle-t-on, le professeur Kovi Gomez qui donnait un exemple très palpable. Il disait, voilà, il y a 4 bateaux qui sont sur la mer, en train de chercher, peut-être chercher, il y avait le vent, donc les bateaux vont presque chavirer, quoi. Oui. Donc dans un bateau, il y a des noirs, il y a des chrétiens, des musulmans, des juifs même chrétiens, des chrétiens bantous, et des juifs bantous plutôt. Dans l'autre bateau, il y a des arabes, les palestiniens, et dans l'autre bateau, il y a les chrétiens européens. Dans l'autre bateau, il y a les Israéliens. Vous savez que le judaïsme est différent du christianisme. Voilà. Donc il y a les juifs. Donc les juifs, c'est eux qui parlent de Jéhovah. Donc ils appellent Jéhovah. Donc le bateau veut chavirer. Voilà, dans le bateau des Africains, les gens ont commencé par crier. D'un côté, les Noirs crient, Jésus-Christ vient nous sauver. De l'autre côté, ceux qui sont judaïstes, ils disent, oh, Jéhovah vient nous sauver. De l'autre côté, les autres disent, Mahomet vient nous sauver. Ça, c'est le bateau des Africains. Moi, je ferai les deux. Ça, c'est le bateau des Africains. Écoutez bien ce que je suis en train de raconter. Alors, le bateau des musulmans, eux, ils ont commencé par crier, Mahomet vient nous sauver. Eux tous, les Palestiniens, les Arabes, ils crient, Mahomet vient nous sauver. Dans l'autre bateau des chrétiens, Jésus-Christ de Nazareth, on a besoin de toi, viens nous sauver. Dans l'autre bateau des Juifs, Jéhovah vient nous sauver. Bon, Jéhovah étant un bon père, le peuple élu, c'est qui? C'est le peuple d'Israël. Jéhovah ne peut pas laisser le peuple d'Israël périr et venir vous sauver, vous les Africains, dans votre petit bateau. Mahomet ne peut pas laisser ces Arabes périr et venir vous sauver, vous, dans votre bateau. Donc, Jésus-Christ aussi ne laissera pas les siens et venir vous sauver, vous les Africains. Qui est orphelin dans toutes ces histoires-là? Les Africains. Donc, c'est les Africains qui sont orphelins. Parce que c'est vous seuls qui êtes les autres sans vous-même. C'est ça la triste réalité. C'est nous seuls, les Africains, qui sommes les autres et nous ne sommes jamais nous-mêmes. Et on ne veut jamais être nous-mêmes. Les Africains te diront que c'est eux les vrais Arabes. Oui, il y a les Africains qui disent ça. Que les vrais Arabes, même les vrais chrétiens, c'est nous. Que le christianisme, vraiment, que c'est eux-mêmes. Mais jamais, ils ne sont eux-mêmes. Ils sont champions des autres et jamais champions d'eux-mêmes.
Donc c'est pour dire que quelque part, nous avons été déviés de notre souche. Donc le problème, c'est qu'il va falloir qu'on revienne sur notre souche. Si on ne revient pas sur notre souche, c'est grave. Et maintenant, la guerre qui est livrée à l'Afrique actuellement, c'est une guerre économique. Plus même qu'une guerre politique. Parce qu'ils ont compris que lorsqu'on va affamer l'Afrique avec le système de capitalisme, on a mis le capitalisme, comment l'appelle-t-on, privé, qui gouverne le monde aujourd'hui. Et après, on place derrière ce capitalisme-là un petit semblant de démocratie. La preuve, vous voyez, on vient nous dire en Afrique qu'on a besoin de démocratie. La démocratie voudrait dire que quoi? Que lorsque quelqu'un dirige et qu'il finit, il peut s'en aller, l'autre va venir. Après les élections, n'est-ce pas? Mais c'est en Afrique que nous voyons des gens voler les élections. Et ceux qui nous ont amené la démocratie disent que non, les élections se sont bien passées. Bien déroulées. Donc maintenant, réfléchissez. Si vraiment est-ce que ces gens veulent vous donner la démocratie? C'est la même chose avec la religion. Si ces gens vraiment veulent vous délivrer, quand ils vous donnent quelque chose, vous l'appliquez, vous savez que c'est vraiment vrai. Mais la preuve, c'est que tout ce que nous appliquons chez eux, ce n'est jamais vrai. Alors, M. Mawena, je pense que M. Classio veut réagir. Alors, M. Classio? Oui, je ne suis pas du tout d'accord avec Mawena qui me dit que malheureusement, nous n'avons pas la force en Afrique de forcer, par exemple, ces dirigeants à retrouver le vrai chemin de Tombouctou. Bon, nous avons une force. La force, c'est quoi? C'est la sensibilisation. C'est pourquoi hier, ou bien avant-hier, le premier débat, je disais, notre lumière, qui est la clairvoyance au peuple, au moment où le peuple va être sensibilisé d'une manière soutenue à choisir les leaders d'opinion et les leaders politiques, les leaders économiques, clairvoyants, la chose sera facile. Mais si Mawena me dit que d'après tout ce développement qui me fait bouger ici, et nous dit finalement que malheureusement nous n'avons pas les moyens d'avancer, là, je ne suis pas tout à fait d'accord. Il faudrait plutôt dire que nous avons des moyens. Ce moyen que nous avons, c'est la communication. C'est d'ailleurs le pourquoi Tempo TV vous a engagé pour pouvoir venir définir ce que vous croyez. Bon, maintenant, si cette communication, nous, les Africains qui sont à l'état de réveil et d'éveil, nous pouvons mettre des moyens ensemble, sensibiliser nos quartiers avec des réalités du terrain. Est-ce que nous ne pouvons pas aboutir à ce que vous êtes en train de défendre bec et ombre? Voilà ma question pour Mawena. Ok, ce que je voudrais mettre au clair quelque chose. Je n'ai jamais dit que nous n'avons pas de moyens. La question a été posée comme celle-ci. La question, c'était que ce n'est pas nous qui faisons les programmes scolaires. Donc, dans l'immédiat, lorsque nous proposons des idées comme ça, Serge Niawa dit qu'il va falloir ingérer ça dans des programmes scolaires. Or, nos programmes scolaires actuellement sont imposés par l'extérieur et appliqués par nos gouvernements. Donc, je comprends le fait que, comme Classio dit, qu'il va falloir faire changer et faire des efforts et mobiliser. Mais la réponse à cette mobilisation-là est déjà trouvée. C'est qu'on est en train d'affamer les peuples. Vous avez vu la mobilisation que nous avons eue depuis le 19 au Togo, par exemple? Vous avez vu jamais au Togo des peuples sortir comme ça? Alors qu'au Togo même, ce n'était pas la population qui est sortie dans les rues. Ce n'est même pas, je peux dire, le quart de la population. Hein. Et pourtant, regardez le nombre de personnes qui sont restées à la maison. Pourquoi ils sont restés à la maison? Les gens te diront que non, que je préfère aller chercher mon petit pain. Parce que l'Occident a compris que lorsque les gens sont affamés, ils sont moins intéressés à la question de l'État. Ils sont moins intéressés. Et c'est la minorité qui est intéressée, qui s'efforce
de pouvoir mobiliser un certain nombre de personnes pour sortir dans les rues. Alors que nous comprenons que ces nombres de personnes-là ne suffisent même pas. Déjà, il y a une chose. Quand je dis que les religions sont un problème pour nous, les gens ne comprennent pas. C'est l'autre chose que l'Occident nous a mis en tête, les religions occidentales nous ont mis en tête que la mort, c'est quelque chose qui effraie. C'est-à-dire, la mort fait peur. Dans la religion ancestrale, les gens n'avaient pas peur de la mort. La mort était une étape pour les ancêtres. Les Africains, pas les Africains d'aujourd'hui, les Africains d'avant, les gens qui ont combattu l'esclavage, les gens qui ont combattu les razzias esclavagistes, c'était des gens qui n'avaient pas d'armes, mais ils combattaient des gens qui avaient des armes. C'était des gens qui n'avaient pas peur. Mais aujourd'hui, les religions, c'est quoi? C'est pour adoucir l'Africain. La preuve, l'autre l'a dit, non, la religion est l'opium du peuple. C'est pas un noir qui l'a dit. C'est ceux-là même qui ont apporté les religions. L'un d'eux qui a dit que non, attention, la religion, c'est l'opium du peuple. Comment vous comprenez cela? Donc, ce qui fait que les gens sont là, quand on demande les mobilisations sortez, les gens te disent que non, que dans mon église, on ne fait pas ceci. On ne doit pas sortir pour faire ceci. On ne doit pas faire la politique. Des gens te diront clairement que dans mon église, on ne fait pas la politique. Mais qu'est-ce que vous voulez, monsieur Classio? Ça ne dépend pas de nous. Ça dépend. Maintenant, c'est de choisir, d'essayer d'énumérer les raisons de nos échecs et combattre ces raisons-là. C'est ce que nous justement. Si on ne cherche pas les raisons, et on dit seulement qu'il faut mobiliser, alors que les raisons sont toujours là, qui empêchent la mobilisation. Non. Donc c'est ce que moi je dis, qu'il va falloir sensibiliser. faire une décolonisation mentale de l'Africain. Si on ne fait pas cette décolonisation mentale des Africains pour les faire comprendre que maintenant, Africains, vous êtes vous-même. Arrêtez d'être les autres. Tant que l'Africain ne sera pas lui-même, vous n'aurez jamais cette mobilisation-là, monsieur Classio. Par quelle manière il faut commencer à faire cette... C'est justement cette mobilisation, c'est de ça dont on parle. D'abord, le simple fait de dire à l'Africain qu'il n'a rien fait. Il est déjà démobilisé. Il est déjà mentalement calé. C'est ça. Parce qu'on te dit que tu ne vaux rien. Mais de génération en génération, tes enfants, les petits-fils de tes petits-fils diront que tu ne vaux rien. Et eux aussi comprendront qu'ils ne vaut rien. C'est pour ça que vous allez voir que le complexe est en nous. On a cultivé ce complexe-là en nous. Et ce complexe-là est en train d'être cultivé dans nos enfants. Nos enfants demain devant les enfants blancs, ils auront ce complexe d'infériorité-là. Donc il faut faire comprendre à l'Africain aujourd'hui que tout ce dont on parle là, ce sont les ancêtres qui les ont fait. Ça donne une force. Les gens pensent que c'est de la blague. Quand l'Européen vient vous dire que vous n'avez rien fait, quand l'Européen vous cache votre histoire, il ne veut pas que vous connaissiez votre histoire. Les gens pensent que c'est de l'amusement. Non! Nous les Africains, nous négligeons tout. Nous pensons que non, que tout est bon, semblant, bon, ok, ça va, ça peut aller. Non. Monsieur Maouena, merci beaucoup pour le développement. Monsieur Classio, très rapidement, quelques secondes. Oui, tout à fait. Je pense bien que mon ami Maouena et moi, nous parlons d'une même chose, mais peut-être il a compris la mobilisation. J'ai parlé de la sensibilisation. Et quand nous voulons entamer ceci, comme je le disais, nous sommes à une étape de réveil et d'éveil. Bon, maintenant, comment nous pouvons tracer les stratégies de sensibilisation à notre manière? Vous savez, quand un peuple vraiment est épargné, il comprend beaucoup de choses, c'est facile d'arriver. Bien sûr, aujourd'hui, nous avons des pesanteurs coloniaux et puis peut-être des pesanteurs gouvernementaux qui pèsent toujours sur le peuple et qui engendrent des phénomènes comme la peur, la famine, la pauvreté. Mais il y a un départ que nous devons lancer. Et le départ là, ça ne peut être que la sensibilisation. Et maintenant, la sensibilisation doit être stratégique. Et non une sensibilisation peut-être purement globale, mais une sensibilisation de proximité, une sensibilisation peut-être de porte à porte. Vous voyez par exemple, moi, par moment, je dis que je nous accuse, le Togo fait 56 600 km². Mais toujours, si vous allez
dans les coins et les recoins, le Togolais te dira toujours que Faure Gnassingbé est venu nous donner 10 000 francs, donc il est le meilleur. Vous voyez, c'est comme ça. Je suis d'accord avec vous que la pauvreté joue un grand rôle. Maintenant, il faut que nous allons, il faut qu'on aille sur le terrain. Il faut bon, je ne dis pas nécessairement que nous qui sommes, par exemple, préoccupés, nous sommes préoccupés, par exemple, ailleurs. Nous devons avoir dans la tête que la préoccupation qui nous prend ici, nous pouvons utiliser des moyens, des petits moyens de cette préoccupation pour pouvoir déléguer des gens à aller sur le terrain et puis ensuite sensibiliser. Moi, je pense bien que c'est ce qui manque à l'Africain. Le colon, ou bien le colonisateur, a fait tout et tout avec ces choisis gouvernementaux pour qu'on appauvrisse le peuple. Pour que un jour, quand Faure Gnassingbé ou bien Macky Sall ou bien qui que ce soit arrive vers eux et dit que nous allons vous offrir $30 par 3 mois, le citoyen qui n'avait même pas 5 000 avant voyait ça comme, par exemple, un cadeau du ciel venant d'un homme, un homme divin. Bon, maintenant, si nous allons, nous déléguons des gens, nous leur envoyons un peu de moyens, nous sommes très proches de ces personnes, avec peut-être des moyens, des petits moyens, pour leur montrer que ce que l'État doit te faire, ou bien ce que l'État doit faire, ce n'est pas ça. L'État doit venir te créer, par exemple, une bibliothèque ici. L'État doit venir, par exemple, mettre en place des centres de recherche pour que ce village se développe sur lui-même. Et non, le village n'a pas besoin des aides des États-Unis ou bien de l'Europe pour pouvoir se développer. On montre la voie, la sensibilisation. Moi, je pense que ça nous a manqué et que nous devons reconnaître, par exemple, à ce stade de réveil et d'éveil, que nous avons beaucoup de choses à faire dans le sens de la sensibilisation. Je ne parle pas de la mobilisation dans les rues, nécessairement. Avant que cette mobilisation dans les rues n'arrive et devienne vraiment efficace, il faut la sensibilisation à la base. Avant que le villageois ne reconnaisse, ou bien tu réinstaures la valeur ancestrale en ce villageois qui, par moment, reçoit des gens qui viennent leur dire que non, tout ce que vous avez autour de vous là, c'est ça qui concourt à votre pauvreté. Là, le villageois va comprendre que, ah, j'ai une valeur. Et c'est en ce moment que les choses vont aller très vite. Bon, c'est ma petite contribution pour pouvoir aider à notre ami Mawena à accomplir ce rêve très magique pour l'Afrique. Merci, monsieur Classio. Vous n'aidez pas seulement monsieur Mawena, mais l'Afrique tout entière. Alors, le temps qui nous est réparti s'épuise petit à petit. Donc, je vais lancer une question que tout le monde va répondre à 1 minute. Alors, nous savons que le colon aime diviser pour régner. Aujourd'hui, l'Afrique a plus de... il continue toujours pas à nous diviser, hein, parce que le Soudan, on avait le Soudan avant, maintenant on a le Soudan du Nord, le Soudan du Sud, et c'était récemment. Maintenant, l'Afrique a 54 États, si j'ai bonne mémoire. Comment est-ce que... comment serait le retour à Tombouctou? Comment ça se ferait au niveau de chaque État? Comment est-ce que, comme l'Afrique est moncelée, ça ne constitue pas un handicap pour retourner à Tombouctou? Alors, monsieur Yawa. D'accord, monsieur Atisso, je pense que vous allez un peu me donner quelques minutes. Notre ami Rodrigue a parlé de la religion qui est de l'opium, mais je crois que, monsieur Atisso, on ne t'oblige pas à aller à l'église. On n'oblige personne à aller à l'église. Si tu sais que quand tu vas à l'église, tu ne vas pas pour un pasteur. Quand tu vas à l'église, tu ne vas pas pour suivre, comment on appelle, quand le pasteur dit quelque chose qui ne va pas en réalité avec ce que tu penses,
tu n'es pas obligé. Monsieur Voilà. Nyawa, ben, Donc, voilà, vous je n'êtes pas- reviens attends, une rapidement. seconde. Vous n'êtes Voilà. pas sans savoir que quand les colons étaient arrivés, ils nous ont dit de jeter Atisso, oublie tout ça là. Ok, Nous allez-y. sommes Allez-y. maintenant dans cette pratique-là. Allez-y, monsieur Nyawa. Il faudrait que le retour à Tombouctou Allez-y, soit monsieur Nyawa. effectif. Moi, je dis que pour commémorer tout ça, pour que nous nous retrouvions, parce que nous ne sommes pas connectés. On parle, mais il n'y a pas quelque chose de connexion. Là où nous devions être connectés pour dire qu'on va réellement à Tombouctou. Voilà, je donne quand même un plan qui peut être un organigramme. Il faudrait que nous arrivions à Très rapidement. connaître le président des Africains de la diaspora dans les 7 continents, s'il en faut. Et puis, il va y avoir quelqu'un qui va coiffer un président fédéral qui doit coiffer comment on appelle, tout ce continent-là. Est-ce que, Voilà. cet Maintenant, organigramme sera sur nos nous bases, allons mettre ça en place ou ici. bien, Nous allons mettre ça en place ici. Ou bien cet organigramme va suivre l'organigramme des Européens. Est-ce Non, que ça va faut suivre... pas me parler des organismes. Moi, je parle de l'Afrique ici. Enlève ces Européens là-dedans. Ok. Et nous allons avoir un website où chacun va s'inscrire. On va connaître le nom de tous ces Africains. Et à partir de cela, nous allons continuer d'avoir peut-être une cotisation qui doit être... Ça, c'est une adhésion. On veut connaître le nombre de total de, comment on appelle, de tous ces Africains. Nous allons recenser tous nos élites africaines selon ce qu'ils ont comme leur diplôme. Et comment il faut faire. Nous allons créer une cellule Afrique qui va donc coordonner avec avec le peuple africain de l'autre côté là-bas, avec maintenant le gouvernement. Mais comment nous allons le faire? Nous serons en partenariat parce que il y a longtemps que cette Afrique a à suivre. Cette cellule-là va donc recenser tous les... J'arrive. Cette cellule-là va recenser tous les projets des Africains. Et à partir de cela, ce que nous allons cotiser ici, par exemple, nous allons faire beaucoup de choses. Nous allons avoir beaucoup d'argent. Nous allons aider nos amis africains. Maintenant, nous allons octroyer beaucoup de crédits à ces amis africains et ces crédits qui seront octroyés vont être remboursés. Mais c'est l'organisation que nous allons mettre en place. Et il y a aussi les grandes décisions qui doivent venir d'ici. Supposons que nous sommes là aujourd'hui. Nous avons une voix à l'Élysée. Nous avons une voix dans toutes ces institutions au niveau de l'Afrique. Celui qui va être investisseur pour aller demander, pour aller investir en Afrique, je pense que... On veut couper avec... Je pense... On veut couper, ça, mais j'ai dit, monsieur Atisso, c'est vrai qu'on va couper, mais cette coupure ne va pas arriver comme ça, rapidement. Okay. Donc, il faudrait qu'on se prépare ici à la diaspora. Si vous coupez rapidement, vous croyez que vous pouvez arriver au résultat escompté? Il faut maintenant il faut une représentante, celui de la diaspora, dans toutes les institutions au niveau de l'Afrique. Bon, je pense que je vais développer cela plus tard, mais si nous ne sommes pas connectés, nous ne sommes pas réellement ensemble, tout ce que nous sommes en train de dire, c'est peine perdue. Je sais qu'on a une télévision pour faire passer les informations, parce que cette cellule qui sera là pour toute la diaspora aura son organigramme de communication, son show de communication, son projet, sa télévision, qui sera coordonnée. L'organigramme va faire des actions concrètes sur le terrain. Concrètes. On aura nos médias. Vous voyez qu'on est beaucoup exploité. Alors qu'on dit que l'Afrique, c'est le continent le plus riche de ce monde. De ce monde. Et Mais ce n'est pas, on le dit, c'est réellement. L'Afrique est le continent le plus riche de ce monde. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait concrètement? On est les pauvres. Pour bénéficier de cette richesse, pour ne plus que on parle de ce colon qui nous a colonisés, on parle de cette francophonie qui essaie quand même de servir d'un élément d'impérialiste. Mais qu'est-ce que nous faisons? Donc, je pense qu'ensemble, nous pouvons développer cette... Ça fera l'objet d'un autre débat. Voilà. Alors, sinon, je suis d'accord avec... Alors, monsieur Nyawa, voilà, oui. Aujourd'hui, l'Afrique a 54 États. Est-ce que ça ne va pas être un frein au retour à Tombouctou? Non, ça peut pas être un frein. Si on a organisé ce que je viens de développer, si c'est mis en place, je pense que il faut travailler les mentalités. Il faut arriver à dire à l'Africain,
toi d'abord. Alors, monsieur Nyawa, Toi d'abord. votre dernier mot pour quelques secondes. Atisso, je crois que le désir est partagé. Je pense que c'est une grande émission, c'est une très bonne émission, mais il va arriver que nous essayons d'être ensemble pour mieux aller de l'avant. Parce qu'aujourd'hui, tous ceux qui sont en Afrique comptent sur nous. Ils n'ont plus rien. Ils sortent dans les rues demain. Comme l'a dit Rodrigue, celui qui sort dans les rues va dire, mais écoutez, moi je ne peux pas sortir dans la rue parce que je dois aller chercher mon pain, j'ai faim, tout et tout. Voilà. Donc, je pense que soyons ensemble, mettons-nous ensemble sur une table et puis discutons et puis réévaluons nos projets pour pouvoir retourner à Tombouctou. Merci, monsieur. Alors, monsieur Classio? Oui. Oui, Oui. Quelle est la question? La question, c'est que l'Afrique aujourd'hui a 54 États, si j'ai bonne mémoire. Oui, Alors, oui, j'ai compris. Est-ce que ce morcellement ne va pas constituer un frein au retour à Tombouctou et en même temps votre mot de fin? Non, pas du tout. Vous savez, les États-Unis sont une cinquantaine. Vous voyez, l'Europe constitue beaucoup de pays. Elle est constituée de beaucoup de pays, on dit. L'Afrique a des États. Bien sûr, à l'intérieur des États, il y a des divisions et tout ça là. Mais vous savez, quand l'intelligence est là, quand on parle de l'intelligence et on parle des stratégies, et on parle en détail, on parle de spécificité, je pense bien que nous pouvons rapidement arriver. C'est que les dirigeants ne sont pas clairvoyants et ils ne veulent pas. Les gens sont là, arrivent à la tête de des États, tout juste pour des projets fantômes et avoir ce qu'il faut sur leur compte pour leurs enfants pour 60 ans à venir, et c'est tout. Mais à partir du moment où vous et moi, nous disons, nous traçons des chemins que nous pouvons rendre l'Afrique un peu vivable, je pense bien que c'est possible. Alors, tout est possible si nous voulons. Bon, pour finir, je dis tout simplement que l'Afrique, la diaspora, je suis d'accord avec mon ami Serge qui parle d'une organisation, oui, l'organisation, mais avant que ces genres d'organisation ne réussissent, il faut partir de la spécificité, c'est-à-dire du détail. Il ne faut pas aller du général pour arriver au détail, à la spécificité. Il faudrait que chaque pays, chaque diaspora, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, sa diaspora, le Togo, sa diaspora, commence par travailler dur pour placer des clairvoyants à leur tête et pour pouvoir avoir une structure forte. Et c'est en ce moment que nous deviendrons tous ensemble forts pour une Afrique forte. Je m'arrête là-bas et je vous remercie. Merci, monsieur Classio. Je pense que vous n'allez pas arrêter. Nous reviendrons 2 semaines plus tard pour continuer le débat. Alors, monsieur Mawena, 54 États ne constitueraient pas un frein au retour à Tombouctou et mot de fin. Oui, 54 États, c'est clairement un frein terrible pour le retour à Tombouctou. C'est un frein un gros frein, je dirais, pour le retour à Tombouctou. Parce que les 54 États n'ont pas été créés pour rien. Et quand on les créait, aucun Africain n'était là-bas. Ils sont allés se regrouper à Berlin et ils ont compris que lorsqu'on va diviser l'Afrique, puisque l'Afrique est sortie dans l'histoire du monde avec un projet de fédéralisme. L'Afrique n'a jamais, même quand vous allez en Égypte, il y avait la Haute-Égypte, lorsque les Africains ont quitté la vallée du Nil pour aller vers l'Égypte et faire de l'Égypte le centre de l'Afrique, c'était divisé et les rois qu'on a appelés les pharaons aujourd'hui ont réfléchi et dit il va falloir qu'on réunisse. C'est pourquoi il y a eu la basse Égypte et la haute Égypte. Quand vous voyez les empires, c'est toujours une confédération. Il n'y a jamais eu de pays. Même jusqu'à la veille des indépendances, si ce n'est pas Senghor qui a trahi, on aurait au moins une petite confédération qui serait Guinée, Mali, Sénégal. Et c'est Senghor qui a trahi les Africains à partir de là. Donc,
les Occidentaux ont compris que lorsque les Africains sont divisés, ils ne vont jamais y arriver. Regardez ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Classio a parlé de fédéralisme, par exemple, aux États-Unis. Aux États-Unis, ce ne sont pas des pays. Ce sont des gens qui sont regroupés sous un État fédéral. En Afrique, nous ne sommes pas regroupés sous un État fédéral. Le Togo est le Togo, le Bénin est le Bénin. Donc, on ne peut pas être seul et combattre ces gens-là. Et ce que je voudrais ajouter, c'est que lorsque nous maintenons notre sensibilisation sur le plan politique, je pense que la sensibilisation doit être plus économique. Nous devons travailler plus dans le sens économique. Parce que je pense que lorsque les gens sont rassasiés, ils sont plus éveillés. Donc nos sensibilisations, pour moi, devaient aller dans le sens économique. Comme l'exemple du Togolais qui est en train d'aider les cultivateurs chez moi à Palimé à transformer eux-mêmes leur café cacao. Au lieu de 600 le kilo, ils les achètent à 1200 le kilo. Donc, il les apprend à transformer cela. Bon champ. Oui. Donc, déjà, ça donne un pouvoir aux paysans. Et quand les gens mangent à leur faim, ils peuvent penser à la chose politique. Merci, donc, c'est monsieur. pour cela qu'il va falloir axer le combat aussi sur le plan économique. Voilà, merci. Merci, monsieur Niawa. Merci, chers téléspectateurs. Et le débat aujourd'hui a été un bon débat. Et je vais vous donner quelques points retenus aujourd'hui. Et dans toutes nos discussions, depuis le 31 mars jusqu'à aujourd'hui, nous voyons que l'obstacle numéro 1 du retour à Tombouctou, ce sont les dirigeants. Alors, chers téléspectateurs, les dirigeants africains feront l'objet d'un autre sujet sur retour à Tombouctou. Un autre point crucial retenu, la diaspora. Vous n'êtes pas sans savoir que dans les années 60, la diaspora a joué un rôle crucial dans l'indépendance syrienne des peuples africains. Donc l'organisation autour de la diaspora est aussi cruciale. Ça aussi, ça ferait l'objet d'un autre débat. Alors, chers téléspectateurs, nous voici ainsi à la fin de cette émission. Merci pour votre fidélité et rendez-vous dans 2 semaines. Mais jusque-là, gardez l'esprit libre et positif. Quant à moi, votre animateur principal, Kwame Viatiso, la semaine prochaine.